Bonjour à toutes et à tous. Nous allons patienter quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Bon, nous allons démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Daphné Dubois, chargée de développement commercial au sein du pôle conseil et formation de chez Cerma Technologies. Bienvenue à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire organisé par le groupe Cerma sur le thème des risques ESD, contraintes mécaniques et manipulation PCBA. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes connectées. Donc, quelques petites précisions sur le fonctionnement du webinaire. Vos micros et caméras sont coupés. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement sur le chat. Une séance de questions-réponses se tiendra à la fin de la présentation, sur laquelle les intervenants vous répondront directement. Donc nous aurons 10-15 minutes pour cet échange. Toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre feront l'objet d'un retour par mail. Également, ce webinaire est enregistré et sera consultable en replay sur notre site internet. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Thibault Le Monaco, ingénieur process électronique au sein du pôle conseil et expertise électronique de chez Cerma Technologies, ainsi que Sylvain Gestreau, responsable du pôle de compétences process au sein du pôle conseil et expertise, également chez Cerma Technologies. Donc avant de leur donner la parole, je vais vous faire une petite présentation de la société Cerma. Si Thibault, tu veux bien mettre la slide. Merci beaucoup. Le groupe Cerma est une ETI avec plus de 30 ans d'expérience dans la sécurisation, la fiabilisation des systèmes électroniques, de puissance, d'information et de télécommunication. Aujourd'hui, nous comptons plus de 1400 collaborateurs, ingénieurs et techniciens qui sont répartis sur une trentaine de sites, notamment en Europe, en Tunisie et aussi aux États-Unis. Nous sommes un groupe avec une forte croissance continue. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros. Et nous couvrons tout un ensemble de secteurs d'activité avec des portefeuilles variés. Ensuite, dans les domaines d'application du groupe Cerma, on a 3 grands pôles. Les nouvelles énergies, notamment avec des activités d'analyse, de tests et des conseils sur les batteries, ainsi qu'une entité aussi dédiée aux technologies hydrogène. Nous avons également un pôle qui concerne l'électronique et la microélectronique, avec aussi des activités de test, d'analyse et de conseil autour des composants et cartes électroniques. Et enfin, nous avons un dernier pôle qui réalise des activités de cybersécurité et sûreté de fonctionnement qui sont réalisées par notre filiale Cerma Safety and Security. Aujourd'hui, le groupe Cerma, c'est 16 sociétés, dont Cerma Technologies, que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc, Cerma Technologies est spécialisée dans les métiers de l'électronique et de l'énergie, avec une expertise et un savoir-faire sur les composants, les cartes, les matériaux et les systèmes. Nous proposons des expertises électriques, physiques et électrochimiques, notamment au travers d'analyses de défaillance et de construction au sein de nos différents laboratoires. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, Cerma, c'est plus de 10 000 analyses par an sur 7 000 m² de laboratoire.
Donc, nous avons des laboratoires physico-chimiques où l'on réalise des analyses technologiques et de défaillance, mais aussi de surface. Nous avons également un laboratoire à Dallas, aux États-Unis, qui est spécialisé dans le reverse engineering du semi-conducteur. Un laboratoire de test électrique pour tester les composants et cartes suivant des standards ou des cahiers des charges spécifiques. Et également nos laboratoires énergie spécialisés dans le domaine des batteries qui réalisent entre autres des analyses de construction et de stabilité ainsi que des tests de vieillissement et abusifs sur les batteries. Et enfin, nous avons le pôle conseil, donc notre pôle d'experts qui a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années en complément de nos activités de laboratoire d'expertise physique et électrique. Aujourd'hui, voilà, nous accompagnons nos clients sur les sujets clés comme la fiabilité de leurs produits électroniques. Nos experts réalisent entre autres des études de fiabilité, robustesse et de risque aussi, permettant d'estimer la durée de vie des produits. Cerma accompagne aussi ses clients sur tout ce qui est maîtrise des process d'assemblage pour en assurer la qualité et la fiabilité. Nous réalisons des audits technologiques sur les sites de production de nos clients. Nous intervenons également sur la qualification de process et de ligne. Cerma propose également un accompagnement dans la gestion des risques d'obsolescence afin de prévenir au mieux les pénuries ou contrefaçons des composants électroniques. Également, et pour finir, nous sommes aussi un organisme de formation certifié Calliope. Nous avons aujourd'hui plus d'une vingtaine de formations autour des sujets des technologies, cartes et systèmes électroniques qui sont réalisées par nos experts sur leur pôle d'expertise. Donc voilà pour moi pour la présentation de Cerma et Cerma Technologies. Et maintenant, je vais laisser la parole à Thibaut et Sylvain. Bon webinaire à tous et merci. Eh bien, bonjour à tous. Comme annoncé par Daphné, nous allons ensemble balayer pendant un peu moins d'une heure les items suivants. Les sujets qui vont être abordés sont donc les risques liés aux ESD en production de cartes électroniques, les risques également liés aux contraintes mécaniques qu'on applique sur les PCB pendant l'assemblage des cartes électroniques, et bien sûr les risques liés à la manipulation des produits en cours d'assemblage. Alors, on va faire un rapide passage sur le contexte un petit peu de ces trois items ensemble. Alors, avant tout, le premier contexte ESD qui nous intéresse ici, c'est bien sûr l'évolution permanente des technologies des composants et particulièrement les finesses de gravure de certains des composants. Finalement, à l'intérieur d'un composant, ce n'est qu'un grand sachet d'interrupteurs, beaucoup de transistors gravés dedans, et ces transistors sont gravés de plus en plus fins, sont de plus en plus miniaturisés et donc sont également de plus en plus sensibles à l'aspect ESD, donc décharge électrostatique. En termes de contraintes mécaniques, l'introduction des nouvelles technologies, la densité de composants qui croît de plus en plus sur nos cartes électroniques, mais également la diminution des tailles de boîtiers des composants électroniques, implique que les contraintes mécaniques doivent être prises de plus en plus au sérieux, car au cœur de la fiabilité et de la qualité d'un produit. Et enfin, en termes de pollution, un petit peu comme on l'a expliqué avec la partie contrainte mécanique, toute cette évolution technologique, la miniaturisation des composants, des contraintes également pendant l'utilisation de la vie du produit qui peuvent être de plus en plus importantes, également tous ces aspects-là sont de plus sensibles aux aspects pollution qui vont avoir un impact direct sur la fiabilité de vos produits dans le temps. Pour ce qui est du contexte économique, particulièrement sur les ESD, c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis, mais on estime globalement le coût des dommages générés par les ESD à entre 1,5 milliard et 5 milliards d'euros par an. Comme vous le voyez, la fourchette est assez longue. On va voir après pourquoi, mais en effet, les ESD sont assez difficiles parfois à caractériser. Donc, le coût est une estimation, bien sûr. Face à tous ces risques, que ce soit ESD, contraintes mécaniques ou bien pollution des produits, la seule stratégie à adopter, c'est bien sûr la prévention. Alors, rentrons un peu plus en détail pour la partie ESD.
Alors déjà, on va définir et rappeler ce qu'est une ESD. ESD est l'acronyme pour électrostatic discharge ou décharge électrostatique en français. C'est globalement le résultat d'un transfert rapide de très haute tension entre deux objets ayant des potentiels électrostatiques différents. Si je le vulgarise un petit peu, une ESD, c'est quand vous serrez la main d'un de vos collègues et que vous sentez le courant passer entre vous. C'est également le moment où, quand vous sortez de votre voiture après être rentré de votre journée de travail, en touchant votre portière, vous sentez une légère décharge électrique. Eh bien, tout ça peut s'apparenter aux ESD, donc à l'électrostatique discharge. Bien sûr, pour qu'il y ait transfert de charge entre deux éléments, deux éléments à potentiel différent, il faut bien sûr qu'au préalable, il y ait eu charge sur l'un des corps. Alors, le phénomène ESD est plus ou moins bien connu et abstrait dans les ateliers d'assemblage électronique. Comme je l'ai dit, le premier problème de la gestion des ESD dans l'assemblage des cartes électroniques, eh bien, c'est que la menace est un peu invisible, difficile à caractériser, mais également difficile parfois à comprendre dans ses interréactions les plus fines. En effet, quand un composant est défiabilisé ou même cassé à cause d'une décharge électrostatique, eh bien, la caractérisation du défaut, la signature du défaut, ne peut être déterminée qu'en investissant, entre guillemets, dans des analyses et des expertises parfois assez coûteuses. Donc, en effet, il est parfois difficile de faire valoir l'ESD au sein des ateliers. Sans formation, le personnel est souvent une source majeure de risque. En effet, le corps humain a la capacité de créer une grande quantité de potentiel de charge, mais également de stocker cette quantité d'énergie, a le pouvoir bien sûr de le décharger avec les différents exemples que j'ai évoqués, quand vous serrez la main de votre collègue ou que vous touchez votre portière par exemple, et bien sûr l'être humain également rayonne autour de lui d'une quantité d'énergie non négligeable. Donc en effet, quand le personnel de production est formé, il devient une ligne efficace de défense contre les problèmes liés aux ESD pour la défaillance des composants. Donc la formation est essentielle et on y reviendra un peu plus tard. Quelques chiffres issus des analyses CERMA en termes de Pareto de défaut, eh bien vous voyez que finalement les ESD représentent ici tout à droite la majeure partie des analyses de défaillance observées au laboratoire CERMA sur les années 2015 et 2016 sur des circuits intégrés, mais également directement au niveau transistor. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Le SD peut avoir un impact terrible sur la fiabilité d'un produit, mais également la qualité d'une production. Concernant la sensibilité des composants aux ESD, eh bien voilà quelques exemples de technologies de composants et leur niveau de sensibilité en volts pour chaque technologie. Comme vous pouvez le voir, les sensibilités peuvent être tout à fait variables, mais on commence à avoir certaines technologies de composants sensibles à partir de quelques dizaines de volts, certains quelques centaines de volts, et pour les moins sensibles, plusieurs milliers de volts. Les composants électroniques sont classés en fonction de leur niveau de sensibilité. C'est ce qui est représenté ici dans les différents tableaux présents. Les sensibilités des composants électroniques sont portées par les normes affichées ici à l'écran et particulièrement la JDEC JS 001002. Vous voyez qu'un petit peu comme on pourrait classifier un niveau technologique, eh bien ici, en fonction de la classe de la technologie, la classe du composant, eh bien il y a un niveau de sensibilité aux ESD associé. Donc nous devons protéger le composant contre des décharges de maximum la tension de sensibilité de chaque composant. Cette classification a un petit peu évolué dans le temps. En effet, vous pouviez voir en haut à droite l'ancienne classification issue de la STM 5.2 qui aujourd'hui n'est plus applicable. Bon, donc en effet, quand on conçoit et qu'on fabrique des produits électroniques, eh bien, il est indispensable de s'intéresser au datasheet des composants, parcourir un petit peu toute la liste des composants des BOM, des Bill of Material, des listes des composants de nos cartes électroniques, eh bien, pour identifier et mettre en lumière des composants qui seraient anormalement sensibles et pour lesquels nous devons prendre en quelque sorte des précautions particulières de manipulation
lors de la fabrication des cartes électroniques. Les trois normes principalement utilisées pour la gestion des ESD chez un EMS, chez un assembleur de cartes électroniques, sont premièrement l'IEC 61340 chapitre 5-1, mais également la NC S2020 et pour finir la JDEC ou JESD 625. Ces normes font des différenciations entre un élément qui serait conducteur et isolant en fonction de la résistivité du dit matériau. En fonction de la norme, les niveaux peuvent être un peu différents, mais globalement, entre l'IEC 61340 et la NC S2020, les ordres de grandeur pour caractériser une matière conductrice ou dissipative sont à peu près les mêmes. Selon l'IEC 61340, un élément est conducteur quand sa résistivité de surface est comprise entre 10 puissance 2 et 10 puissance 5 ohms, là où la NC 2020 caractérise un élément conducteur avec une résistivité de surface simplement inférieure à 10 puissance 4 ohms. On est globalement sur la même ordre de grandeur, mais vous voyez que en fonction de la norme considérée, il y a de légères différences. En termes de matériaux dissipatifs, la IEC 61340 les caractérise comme étant des matériaux ayant une résistivité de surface comprise cette fois entre 10 puissance 5 et 10 puissance 11 ohms, là où la NCS 2020 commence pour un élément dissipatif entre 10 puissance 4 ohms et là, identique à la IEC 61340 jusqu'à 10 puissance 11 ohms. Eh bien, pour pallier à tout ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut évaluer le risque ESD et surtout suivre le programme recommandé par l'IEC 61340 5-1. C'est elle qui doit faire foi dans les ateliers de fabrication électronique et cette norme propose un programme ESD clair et détaillé à appliquer de manière à pouvoir se prémunir en amont des risques ESD afin que jamais une décharge n'intervienne sur un composant. Cette IEC 61340 détaille son programme ESD comme suit. Premièrement, on doit nommer chez un EMS quelqu'un qui sera un référent ESD, une personne responsable de l'item ESD dans toute l'usine et censée porter le sujet auprès des différents acteurs de la production. Le programme ESD porté par l'IEC implique également, bien sûr, le port systématique des éléments de protection du personnel vis-à-vis des décharges électrostatiques dans les produits. Ces éléments de protection sont notamment le port d'une blouse en coton, idéalement avec une trame de fil en carbone, bien sûr des talonnettes ou des chaussures conductrices qui permettent d'évacuer les charges du personnel via le sol, et évidemment, pour le personnel en poste assis, un bracelet conducteur qui permettra d'évacuer les charges quand ce dernier n'a pas les pieds au sol. Le programme inclut également, bien sûr, un test journalier des éléments de protection que je viens d'évoquer. Certains d'entre vous qui ont pu déjà visiter des entités fabricantes de PCBA ont pu sûrement voir à l'entrée des zones protégées ce genre de petits testeurs. Une vérification trimestrielle de ces testeurs doit être engagée pour être sûr qu'un test qui passe bon est réellement bon et qu'on n'introduit pas dans la zone de production du personnel qui serait pas protégé au regard des décharges électrostatiques. Prévention des opérateurs, tout simplement par la formation. L'IEC 61340 également demande des aspects programme de formation avec des reformations régulières. La formation initiale d'un nouvel opérateur ou d'un nouvel employé de production est bien sûr essentielle pour le sensibiliser à ce risque particulier que sont les décharges électrostatiques. L'usine pourra également mettre en place un système d'audit mensuel des zones sensibles appelé EPA pour ESD Protected Area et cet audit inclura des éléments de mesure et de vérification des potentiels de charge dans la zone. Évidemment, le programme prévoit également du contrôle de tous les éléments de mise à la terre de l'usine. Ça va être mise à la terre des zones de travail, mise à la terre des racks de transport de cartes, mais également mise à la terre des postes de travail, de toutes les machines. Et bien sûr, le tout est équipé d'un sol dissipatif dans toute la zone de travail. Le traitement antistatique pour les matériaux générateurs de charge est indispensable.
ou plutôt on vient vérifier ce qu'on introduit dans l'atelier, on vient tester les potentiels de charge des éléments que l'on doit introduire dans l'atelier afin de, s'ils sont considérés comme étant ayant un haut potentiel de charge, eh bien, nous allons pouvoir un petit peu les isoler et protéger les produits de ces éléments fortement chargés. En termes de prévention, eh bien, en amont, l'une des solutions efficaces, c'est bien sûr l'analyse du design et particulièrement de la Bill of Material, la liste des composants présents sur la carte électronique. Comme je l'évoquais, c'est un élément efficace pour identifier, highlighter et mettre en évidence un composant qui serait particulièrement sensible au regard de la norme que j'ai évoquée en amont. Donc c'est un petit peu ce genre d'analyse que nous conseillons à nos clients, de faire des analyses de BOM et également que nous réalisons pour le compte de nos clients. Comme vous l'avez sous les yeux, l'idée est de pouvoir mettre en lumière des composants qui seraient anormalement sensibles, alerter nos clients et mettre en place des contre-mesures en production pour la manipulation et l'assemblage de ces composants particulièrement sensibles. En termes d'appareils de mesure, pour la partie ESD, l'arsenal du référent ESD comporte donc ces trois appareils. Le premier, tout à fait à gauche, est un mesureur de champ et un mesureur de potentiel de charge en surface. Il permet d'étudier, dans une zone souhaitée, quel est le niveau de charge en mode champ électrostatique. Et une fois qu'on a identifié un petit peu des zones fortement chargées ou anormalement chargées, le système va également permettre de tester élément par élément quel est l'élément qui a un potentiel de charge en surface particulièrement élevé et donc susceptible d'endommager les composants à proximité. Pour ce qui est des mesures de mise à la terre, mesures de sol, mais c'est plus largement les mesures à la terre, on a l'appareil du milieu qui s'appelle un téraohmmètre. Cet appareil permet, par le biais de ces deux grosses électrodes à gauche et à droite de l'appareil électronique, de mesurer les niveaux de résistivité de mise à la terre des éléments considérés. Donc les postes de travail, mais également les chaises, éventuellement les racks et bien sûr le sol. Et enfin, l'un des tests efficaces pour valider le système de mise à la terre du personnel, c'est le test du marcheur, représenté ici tout à fait à droite. L'idée, c'est que l'opérateur participant au test va tenir dans sa main une petite électrode. Bien sûr, il est équipé de tous les éléments dissipatifs précédemment évoqués, et particulièrement les chaussures, pour le connecter au sol, qui lui-même est connecté à la terre. Et ce test permet de vérifier que le système opérateur plus sol est bien conforme à la norme et qu'il permet à chacun des pas de l'opérateur d'évacuer le potentiel de charge du dit opérateur. Sur le petit graphique que vous avez en bas à droite, c'est ça qu'on étudie. À chacun des pas de l'opérateur, les niveaux de charge augmentent et à chaque fois que l'opérateur met un pas au sol, le niveau de charge s'évacue légèrement. On fait la moyenne des pics et on détermine est-ce que la moyenne des pics de charge et de décharge sont conformes à la norme. Voilà un petit peu l'arsenal d'évaluation des risques ESD que l'on s'attend à trouver chez les fabricants de cartes électroniques, appelés aussi les EMS. Voilà pour la partie ESD. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvain Gestreau pour la partie manipulation et risque des contraintes mécaniques sur les PCBA. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, je parlerai là dans les slides suivants donc des risques, des contraintes mécaniques qui sont appliquées au PCBA lors de la manipulation chez les EMS, voire chez les assembleurs finaux. Et on verra ensuite un petit peu les risques aussi qui seront liés à les pollutions qui pourraient être engendrées par, pareil, de la manipulation humaine au niveau des assemblages de cartes électroniques. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une contrainte mécanique? Alors, quand on parle de contrainte, on parle d'une déformation qui peut être causée par des forces ou des dilatations. Dans notre cas, on va se focaliser sur la partie force et contrainte mécanique qui sera appliquée sur un PCB lors de sa manipulation, que ce soit une manipulation manuelle ou une manipulation lors de l'assemblage lui-même qui viendrait contraindre le PCB en différentes zones. Je parle là essentiellement
sur une ligne d'assemblage classique, hein, qu'on peut tous connaître, des éléments comme les ICT ou les FCT, qui sont des équipements de test électriques en fin de ligne, ou les équipements qui serviraient à la dépanélisation de PCB qui seraient mis sur un panneau pour la production. Donc, la première chose, c'est être d'accord sur la définition de ce qu'est une contrainte et ce que on mesure. Alors, la contrainte que l'on va mesurer, nous, c'est une déformation qui s'exprime en strain, qui est une variation de longueur par rapport à une longueur initiale, comme représenté par le petit schéma que vous voyez ici. Donc, nous, on la représentera par une flèche que l'on estimera égale à delta L, qui serait la différence entre le L' et le L sur L. Ça nous donnera la variation que subit le composant qui est placé sur le PCB. On vous a mis en dessous quelques exemples, hein, par rapport à des manipulations qui peuvent être effectuées au niveau des lignes d'assemblage. Donc, si on a par exemple une flèche, comme indiqué ici, de 2 mm sur un PCB qui en fait 100, la contrainte vue par le composant qui est situé sur ce PCB est d'environ 1066 micromètres par mètre. Et si on applique une flèche, donc une déformation d'à peu près 5 mm, on a une déformation qui avoisinerait les 6600 micromètres par mètre, ce qui est quelque chose d'extrêmement, on va dire, contraignant pour certains types de composants. Notamment, Thibaut, si tu peux passer au slide suivant, notamment les capacités céramiques, hein, on a pris cet exemple-là, qui sont des capacités très sensibles au niveau des manipulations et qui viennent donc être fragilisées si on dépasse un certain seuil. Alors, malheureusement, on le verra juste après, Thibaut, sur cette partie-là, la seule norme qui est applicable, c'est alors, norme de référence, on va dire, c'est une IPC 9704, et elle ne définit pas forcément de seuil explicitement. Elle travaille sur des niveaux maximum de microstrain en fonction d'une vitesse donnée. Et en général, elle n'est pas forcément utilisée par les EMS ou les donneurs d'ordre qui se sont fixés avec leur mode de calcul un petit peu à eux, certaines valeurs pour essayer d'éliminer le plus possible ces risques de contraintes dues à l'assemblage électronique ou à la manipulation. Ce qu'on retrouve dans cette norme-là, la 9704, ce sont l'identification, comme je vous l'ai dit précédemment, de toutes les zones à risque, donc les parties rework, les parties ICT, pour essayer de définir sur quel process d'assemblage on va venir faire nos mesures et déterminer un petit peu les seuils qui peuvent être atteints par la déformation. Donc pour cela, pour faire cette évaluation sur toute une ligne d'assemblage, on utilise donc l'appareil qu'on voyait précédemment, hein, qui est un enregistreur et qui est aussi un amplificateur de jauge de contrainte, sur lequel on vient brancher des jauges. Il y a différents types de jauges également qui peuvent être utilisées, hein, des jauges triaxiales ou des jauges monoaxiales, qui permettent d'avoir la déformation en différents axes du PCB et qui après, par traitement électronique au niveau du microcontrôleur de l'appareil, permet d'avoir une retranscription graphique de ce qui est vu par la carte là où est posée la rosette. Donc en dessous, on voit bien un espèce de graphique avec les relevés et les valeurs qui sont indiquées. Alors c'est un petit peu petit, mais c'est indiqué en microstrain et ça permet de voir, nous, ensuite, un petit peu les déformations qui sont subies par le PCB et donc vues par le composant où on a été placé notre rosette. Thibaut, si tu peux. Voilà, on a fait l'exercice, par exemple, sur une carte où on a placé notre rosette sur un BGA et on a essayé toutes les étapes du process qui nous semblaient à risque, hein. C'est d'ailleurs la première chose à faire, hein, c'est identifier dans votre process d'assemblage les différentes étapes qui sont à risque. Donc la dépanélisation, un montage mécanique après dans un casing, un vissage,
aussi le test lié à clous, ce que j'appelais tout à l'heure l'ICT, et différentes manipulations lors de rework, lors de l'assemblage. Et on s'est aperçu qu'on avait des variations qui allaient à plus de 1000 microstrays. Et vu que la limite acceptable et l'état de l'art pour un BGA est de 800 microstrains, soit 800 micromètres par mètre, il a fallu mettre en place des contre-mesures pour essayer d'éviter que ce seuil atteint ne vienne endommager le BGA en question. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des capacités céramiques. Les BGA font également partie de ces composants un petit peu sensibles aux contraintes mécaniques. Voilà. Ensuite, sur la partie évaluation des risques liés aux pollutions, alors là, Thibaut l'a très bien explicité hein, lors des phases précédentes. Hein. Les manipulations, c'est excessivement dangereux pour la partie ESD parce qu'on peut venir fragiliser notre composant, voire même l'endommager définitivement. Mais en général, c'est pour ça que c'est très risqué parce que c'est en général des défauts latents qui restent. Ensuite, on a ce risque qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, toujours pareil, dans la manipulation, on peut venir endommager des composants et ou des brasures si on applique une force un petit peu trop importante et sans maîtrise. Et le dernier risque qui est identifié au niveau de la manipulation des cartes quand elle est faite par des opérateurs, si on n'a pas un niveau de formation suffisamment important, c'est des risques de pollution liés à la manipulation, par exemple sans gants, où on viendrait mettre des éléments organiques, hein, notamment du NaCl, sur les cartes et sur les plages d'accueil, hein, si on parle dans la première phase du process de la manipulation du PCB en lui-même. Alors, deux conséquences à ça, c'est que les plages d'accueil qui seraient polluées auraient une beaucoup moins bonne mouillabilité au niveau brasure. Et la deuxième, ça serait le risque qui est représenté ici hein, par le triptyque. Hein. Si on y amène un petit peu de température, d'humidité et de pollution, c'est-à-dire un petit peu de métaux qui seraient présents, ça amène à des risques de migration électrochimique. Et ça, bien sûr, c'est des défauts et des choses qui sont très compliquées à détecter à T0 parce que c'est pas visible et ça n'apparaît que très longtemps après, une fois que c'est utilisé, c'est dans l'environnement d'utilisation du système. Et du coup, Thibaut, tu peux changer. La seule façon, déjà la seule norme qui en parle réellement de la manipulation et des précautions à prendre lors des manipulations, c'est l'IPC à 610. Il n'y a pas d'autres normes qui parlent à ma connaissance, hein, qui parle de ces choses-là. Donc, bien faire attention à la propreté des gants s'ils sont utilisés, hein, parce que c'est très bien d'utiliser des gants, mais s'ils sont sales, il faudra quand même les renouveler assez fréquemment et ne pas manipuler, bien évidemment, des cartes avec les doigts directement sur des plages d'accueil qui viendraient mettre de la matière organique et détériorer la mouillabilité in fine de notre brasure. Pour ça, également, il n'y a qu'une seule moyen, Thibaut, de contrecarrer ça, c'est de faire un audit, de son audit d'assemblage pour voir et essayer d'évaluer un petit peu comment sont manipulés les PCB de la phase d'entrée, hein, donc de l'ouverture de la poche contenant les PCB jusqu'à l'utilisation tout au long de la ligne d'assemblage, s'il y a des manipulations qui sont amenées à être faites, notamment quand il y a du rework ou du stockage intermédiaire, si jamais il y a d'autres process que le process SMT, par exemple de la vague ou du coating. Donc, il faut toujours essayer d'être très vigilant et bien regarder où est-ce qu'on pourrait venir polluer nos cartes pour essayer de mettre des contre-mesures, voire mettre des équipements en place pour essayer de manipuler les cartes un petit peu plus sainement, on va dire.
Donc du coup, nous, dans l'approche et dans le flow qu'on recommande, hein, qu'on propose souvent à nos clients, c'est comme l'a présenté initialement Thibaut, pour tous les risques donc qui sont liés à l'ESD, aux contraintes et aux manipulations. On fait d'abord une analyse d'impact au niveau des composants pour voir si le choix des composants a été bien fait, notamment au niveau des ESD, hein, parce que c'est vrai que souvent on n'a pas connaissance des niveaux ESD de ces composants, et notamment les plus sensibles. On fait une analyse aussi DFM, hein, de sa carte, pour essayer de voir si des composants un petit peu sensibles aux contraintes ne sont pas placés à des endroits un petit peu, comment dirais-je, à risque, hein, que ça soit en bord de carte, près de composants qui seront vissés plus tard, ou tout autre risque de contrainte mécanique qui pourrait être appliqué. On essaie ensuite donc d'identifier via un audit, hein, la partie manipulation des cartes tout au long du processus de fabrication pour voir, là, cette fois-ci, qu'on n'amène pas de pollution organique, voire des pollutions un petit peu plus métalliques, mais notamment organiques, pour s'assurer qu'on ne vient pas dégrader donc la qualité d'assemblage. Et ensuite, une fois on a identifié tous ces risques, eh bien, on fait des campagnes de mesure et on fait des formations du personnel. Voilà. Donc voilà, tout pour conclure, ce qui est préconisé en termes d'évaluation au niveau des différents des différents risques évoqués précédemment, la recommandation, c'est d'essayer de faire tout ce que l'on peut en amont, et donc de renforcer au maximum cette gestion des ESD, hein, avant que ça n'arrive sur le terrain, qu'après les coûts sont bien évidemment pas les mêmes si on traite le problème en amont ou sur le produit, et on est plutôt en recherche de causes de défaillance, hein, parce qu'après c'est très très dur de revenir à ce niveau-là, au niveau composants et puces. Ensuite, former bien évidemment toutes les personnes, et notamment les personnes qui sont amenées à manipuler les cartes, toutes les personnes qui sont en atelier et les supports méthodes qui interagissent, et puis ensuite réaliser des audits assez réguliers et des campagnes de mesure, que ce soit en ESD ou en jauge de contrainte, pour essayer de venir détecter au plus tôt des niveaux anormalement hauts de seuil, que ce soit ESD ou microstrain pour les contraintes mécaniques. Donc voilà pour ce webinaire. Je pense qu'il y a une session ensuite de questions-réponses qui est organisée, Daphné. Oui, tout à fait. Vous pouvez poser vos questions Donc je sais pas, je vois qu'il directement y a sur le questions et chat. chat. Oui, Il c'est y a ça. Il y a déjà 3 questions sur la partie questions. Et n'hésitez Ah ouais, pas à voilà, continuer à poser vos questions au fur et à mince. mesure. On y Je répondra. voyais Ou des je vous questions, laisse mais y répondre. Ok, on va Alors, répondre, on va prendre les questions dans l'ordre. Je vois une première question de Joseph, donc je propose d'y répondre. Est-ce que les tapis ESD ont besoin de maintenance spécifique? Alors, pas de maintenance spécifique, mais l'efficacité du tapis ESD dissipatif diminue avec le temps, et donc on doit régulièrement mesurer son efficacité. Et si vraiment le tapis n'est plus efficace dans les prérequis initiaux, oui, il ne faudra pas le maintenir, mais plutôt le remplacer. Je vois également une question de Bastien. Pouvez-vous donner un exemple de produit enregistreur du marché pour faire ce genre de test? Donc, je suppose que vous parlez de la partie ESD. Hein, donc, bon, on ne va pas donner de marque ici, hein, particulièrement, ou de référence. Hein. On a bien sûr, nous, des marques, des produits qu'on utilise pour faire ce genre de test, hein, mais néanmoins, on ne peut pas vraiment ici donner de marque. Hein. Il y a plusieurs fabricants qui proposent ce genre d'appareils de mesure. Ils sont assez faciles à trouver. Donc, Bastien, je m'excuse, je ne pourrais pas donner de marque particulière de produits pour ça. On a une question suivante de Michael sur la partie donc EOS, le pendant de l'ESD.
Donc en effet, on n'a pas précisé ce qu'était une OES. On s'est contenté ici de parler donc des ESD. Donc EOS pour Electrical Overstress. Alors c'est un autre mode de défaillance lié à des décharges d'énergie sur un composant, mais en effet, on n'a pas ici ni le temps pour un petit peu détailler tout ça. Je rebondis également sur la question de Bastien juste en dessous qui nous demandait pour les Human Body Model, Machine Model en ESD. C'est des choses dont bien sûr on aimerait parler plus en détail. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on est en formation, disons, longue durée sur ces sujets-là. Mais là, ici, sur un webinaire de une demi-heure, on n'a malheureusement pas le temps de détailler précisément quels sont ces différents modèles et un petit peu ce que ça implique pour chacun des modèles. Avec des seuils, bien évidemment, qui sont différents, entre le Human Body Model et le MM est plus utilisé, pour information pour Bastien. Il reste plus qu'en vigueur l'HBM et le CDM. Donc, avec des seuils, bien évidemment, qui sont différents parce que c'est des modes de stress qui sont différents. Voilà. Sur les OS, pour compléter ce que disait Thibaut, pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut gérer en amont, si ce n'est par une étude de design, parce que c'est vraiment un electrical overstress, c'est vraiment quelque chose qui apparaît lors de la vie du produit. Voilà, on n'a pas de moyen, on va dire, technique d'évaluer un EOS, si ce n'est avec des mesures électriques directement sur le produit et des simulations qui viendraient générer des surtensions ou des surintensités sur votre produit. Voilà. Après, on a une question de Ludovic. Pardon, hop, je reviens. Quelles recommandations complémentaires pour les composants sensibles identifiés dans la BOM à part le ionizer? Alors oui, tu l'as bien cité, en effet, le ionizer est un peu l'emplâtre final que l'on peut mettre si vraiment en amont on n'a pas pu sécuriser le produit. Eh bien, la première des barrières quand on a identifié un composant particulièrement sensible, c'est de le protéger tout au long de la production. Par protéger, j'entends identifier quels sont les éléments qui vont être à proximité du produit, à proximité du composant pendant sa fabrication, identifier les éléments autour susceptibles d'avoir des niveaux de charge qui peuvent abîmer ce composant particulièrement sensible et bien sûr faire une sorte de zone de protection pour jouer tout simplement avec le pouvoir isolant de l'air et ainsi limiter le niveau de charge à proximité du composant sensible. Donc ça va être par exemple sur le passage des cartes sur les postes de travail ou les convoyeurs, et bien s'assurer que partout où va passer le produit, autour de la zone de travail du produit, on n'a pas d'éléments susceptibles d'avoir un niveau de charge supérieur à la sensibilité du dit composant. Ok, on a une question de Jérôme. Comment vérifier si les gants sont bien ESD? Alors, je n'ai pas ma connaissance de vérification particulière, mais néanmoins, les gants ESD sont des gants en coton absolument, c'est la matière de référence concernant le niveau de charge et de décharge. Et bien sûr, ils sont, traités contre les ESD et disposent du petit logo officiel de ESD. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de test d'efficacité, entre guillemets, des gants ESD avec une mesure, par exemple, de pouvoir isolant ou ce genre de choses. Peut-être que ça existe, mais après, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui protège réellement, c'est la connexion via le bracelet et les chaussures. Le gant, c'est un ajout en plus pour plus venir pas polluer. Après, on s'assure qu'il soit antistatique et qu'il ne génère pas de charge. C'est pour ça qu'on dit que c'est des gants ESD. Mais la protection ESD qui est efficace, c'est vraiment le bracelet et les chaussures ESD. Après, on a une question de Franck. Bonjour, avec l'utilisation des capaces céramiques sur PCB, doit-on prendre des précautions particulières en termes de protection des PCB? Eh bien oui, c'est comme l'a évoqué Sylvain tout à l'heure. En effet, les capaces céramiques, de par la céramique qui est un matériau extrêmement dur, c'est également extrêmement cassant. Donc oui, quand on a des capaces céramiques sur un PCB, on doit bien sûr prendre des précautions en termes de stress mécanique.
particulièrement éventuellement mettre des supports de PCB qui permettront de limiter les efforts qui vont être vus par le produit, et particulièrement pour la capa céramique. Donc évidemment, il y a des précautions à prendre en termes de stress mécanique. On peut bien sûr mettre en place tout un tas d'éléments pour limiter les stress mécaniques vus par les produits. Après, on a une question de Magali concernant la maintenance des tapis ESD. Je vois la suite de la question, donc j'ajouterai également des sols ESD. Il existe des produits de nettoyage spécifiques qui permettent de prolonger la durée de vie des tapis ESD. Eh bien oui, Magali, tu as raison, c'est une sorte de laque qu'on dépose sur les sols et les tapis, un petit peu pour rajeunir le pouvoir dissipatif du tapis. Alors, ça reste quand même un moyen qui va se détériorer dans le temps. Donc voilà, c'est un pansement. Et si on part là-dessus, il va falloir l'intégrer régulièrement. Une phase de repassage entre guillemets de ce produit pour garantir que l'élément a bien ses caractéristiques dissipatives initiales. Ça malheureusement, ça demande quand même de faire des analyses un peu plus importantes parce qu'il faut être capable de déterminer en combien de temps la laque perd de son efficacité et l'intégrer clairement dans le programme, pas de maintenance, mais dans le programme de surveillance ESD. Donc, ça fait des mesures à faire en plus, ça fait un consommable à gérer et ça fait bien sûr des mesures régulières à organiser. Alors, Frédéric nous demande, existe-t-il une trame spécifique pour aider dans la pratique du 5S ESD ? Alors, de trame spécifique, je ne pense pas. Néanmoins, tu as raison d'intégrer et de lier le 5S à l'ESD. Au global, l'hygiène visuelle et d'organisation d'un poste de travail va permettre d'identifier clairement quels sont les éléments introduits dans l'atelier et à risque pour l'ESD, de manière à protéger les produits. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'éléments, disons, normatifs qui font un lien direct entre le 5S et l'ESD. Mais bien sûr, dans les faits, c'est deux items qui vont être intimement liés. Après, on pourra retrouver quand même dans l'IPC 610 quelques préconisations sur les EES, ESD, comment un petit peu aménager le poste de travail. Après, Céline nous demande, d'après la norme IPC, les soufflettes génèrent des charges électrostatiques. Est-ce l'air ou l'appareil lui-même ? Eh bien, c'est l'air. Tout simplement, un niveau de charge, un élément qui va se charger par frottement. Finalement, c'est le frottement qui va générer un potentiel de charge sur un élément. Même si on prend l'humain, typiquement, c'est quand j'enlève mon pull en laine et qu'il frotte contre ma peau et mes vêtements que ça se met à crépiter partout autour de moi, que je me retrouve avec les cheveux hirsutes et que mon potentiel de charge augmente. C'est parce qu'il y a frottement qu'il y a augmentation du potentiel de charge. Donc c'est bien l'air qui, en circulant, en étant soufflé par la soufflette, va générer des frottements entre l'air lui-même et un élément, et donc d'une manière ou d'une autre augmenter son potentiel de charge. Donc dans ta question, c'est bien l'air lui-même qui augmente le potentiel de charge. Après, on a une question de Hubert. Les outils de manipulation de composants type pince doivent-ils avoir des propriétés de conduction, d'isolation électrique particulières ? Alors, idéalement, les éléments type pince de manipulation devraient être isolantes pour limiter les effets de conduction électrique avec le produit. On peut avoir des genres de petites pinces Bruxelles semi-caoutchouc qui limitent également le passage de charge de la personne qui utilise la pince vers le produit qui est manipulé. Donc oui, idéalement, il faut également penser à cet aspect lorsque on identifie un petit peu les risques liés aux contraintes ESD lors de la manipulation des composants. Je pense qu'il faut repasser sur les questions, Thibaut. Je pense qu'il y en a des nouvelles. Oui, il y a eu le chat. Alors. Oula, oui. Je sais pas où on s'est arrêté, Bastien. Les tapis. Alors, on a une question. Stéphane, comment peut-on mesurer la dissipation d'un tapis ESD ? Tu me dis, on vient mesurer avec un téraohmètre, surtout la résistance. Donc, tu les vois, Thibaut ? Oui, je les vois, pardon.
J'essaie de retrouver la. Ok, c'est d'accord, très bien. Stéphane, ouais, comment peut-on mesurer? Ok. Alors, après, on va prendre encore quelques questions. On a encore du temps. Ouais. Alors, il y a une question de Benjamin. Y a-t-il des recommandations concernant l'orientation des CMS, donc des composants montés en surface sur les cartes, selon les dimensions de la carte pour réduire le risque de contrainte mécanique? Il est clair qu'en fonction de la dimension de la carte, les effets de flambage et de déformation du PCB vont être augmentés. Plus une carte est grande, et évidemment, plus elle va avoir un potentiel de flambage au centre qui va être élevé. Donc, on peut étudier un petit peu comment va se déformer le PCB pour favoriser en design un sens d'orientation du composant CMS qui permette un petit peu de répartir la force sur tout le corps du composant et non pas que la force soit maximisée sur une brasure, par exemple, particulière. Donc oui, en design, il y a des recommandations concernant le sens d'implantation de certains composants au regard des risques de contraintes mécaniques. Je vais laisser Sylvain répondre pour la question complémentaire de Sébastien. En complément de la question de Bastien, le modèle HMM est-il applicable? Alors attends, faut qu'on regarde la question de Bastien, c'était laquelle? C'était sur est-ce qu'on allait détailler les human body model, machine model, etc. Non. Le modèle est-il applicable? À ma connaissance, ça doit être applicable au niveau du composant lui-même, c'est-à-dire pour essayer de mesurer sa tenue à ce type de décharge électrostatique. Au niveau des assemblages électroniques, c'est pas vraiment une caractéristique que l'on va regarder. Donc c'est plus pour rassurer l'utilisateur d'un certain composant qu'on vient donner ce niveau, mais même à ma connaissance, il faudra que je reboucle en interne avec nos experts ici qui gèrent les composants quotidiennement. C'est pas quelque chose qu'on nous demande, le niveau HMM d'un composant. Donc là, j'avoue que je rebouclerai avec eux, mais on n'a pas à faire, on le retrouve même pas dans les datasheets ou dans les diverses bases de données auxquelles on a accès. Donc c'est pas quelque chose que l'on traite, nous. Après, on a une question de Philippe qui nous demande: avez-vous des éléments sur l'impact de la température et de l'hygrométrie sur les ESD? Eh bien oui, l'impact de l'hygrométrie sur les ESD est importante. En effet, le pouvoir disruptif ou isolant de l'air va être différent en fonction de est-ce qu'on est dans un air sec ou un air humide. Un air sec est moins bon pour les ESD qu'un air humide. Le pouvoir disruptif d'un air sec est bien plus élevé et donc le potentiel de charge qui va s'accumuler avant d'être suffisamment élevé pour briser le champ disruptif d'un air sec va beaucoup plus dégrader un composant car le niveau d'énergie en jeu va être beaucoup plus élevé. Là où un air humide, un peu chargé en hygrométrie, comme tu l'as dit, permettra une évacuation des charges beaucoup plus vite, puisque le champ disruptif de l'air étant moins important, il y aura besoin d'accumuler moins de charges pour le briser, et donc la charge qui va être appliquée au composant va être moins élevée. C'est d'ailleurs pour ça que dans des ateliers de fabrication, on recommande un niveau d'hygrométrie compris entre 40% et 60%. Pas trop humide pour limiter les problèmes liés à la gestion de l'humidité et à la sensibilité des composants. On n'en a pas parlé ici, mais c'est un autre sujet. Et pas trop sec pour pas qu'il y ait d'impact trop important sur les décharges électrostatiques. Donc oui, il y a un impact de l'hygrométrie sur l'ESD. À ma connaissance, la température peut avoir un impact également, mais par rapport à l'impact de l'hygrométrie, c'est négligeable. Oui. Natacha nous demande: oui, le webinaire sera accessible en replay sur notre site internet à la fin de cette session. Les cartes équipées sont-elles moins sensibles que les composants non montés? Non, il n'y a pas de différence de sensibilité entre un composant non monté et un composant monté sur une carte électronique. Si vraiment on a un contact direct d'une décharge électrostatique sur un composant, il y a peu de différence qu'il soit monté ou pas monté sur une carte. Le risque de faire des fusions totales ou partielles d'oxyde de transistor, de grille de transistor, est le même que le produit, soit que le composant soit monté ou non monté.
C'est pour ça qu'il est important, hein, lors de les phases de rework ou de touch-up en ligne d'assemblage que les opérateurs soient bien équipés, hein. Donc, on parle vraiment là de cartes assemblées, quoi. Julien nous demande, existe-t-il des tests fiables pour distinguer des défauts induits par une OES ou une ESD pour une meilleure définition du mécanisme de défaillance? Alors, un test fiable, eh bien malheureusement, il n'y en a pas 36, hein. On doit passer en laboratoire, faire une décapsulation du composant et regarder quelle est la signature du défaut directement, hein, sur la puce du composant. En effet, les signatures de défaut entre une décharge électrostatique et un overstress électrique sont pas exactement les mêmes, hein. La décharge électrostatique, c'est un micro-défaut très rapide. Donc, on va avoir généralement une fusion, hein, des oxydes de transistors présents sur la puce, là où une OES, un electrical overstress, c'est plutôt un macro défaut longue durée. Et donc, quand on analyse ça en laboratoire, c'est pas la même signature. L'OES présente un aspect carbonisé local qui est caractéristique de l'OES et qu'on ne retrouve pas pour un défaut type ESD. Donc, un test fiable, malheureusement, on n'a pas le choix, hein, quand on a une suspicion d'ESD. On doit faire une désencapsulation du composant et aller regarder directement quelle est la signature visuelle du défaut entre OES et ESD. Est-ce qu'une étape de lavage PCBA est un risque ESD, nous demande Isabelle. Je ne crois pas que le lavage des PCBA en machine présente un risque particulier pour les ESD. Non, il faudrait mesurer, mais a priori, non. C'est pas une étape qui est potentiellement génératrice de SD. Il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de charge quand on vient injecter l'eau, mais normalement, non. Après, Ludovic nous demande, sur les étuves, il y a des bouchons qui permettent de faire passer les câbles entre le matériel électronique et l'appareil de mesure. Ces bouchons sont généralement isolants et se chargent à 20 kV. Est-ce qu'il y a un risque de charger les câbles DC ou RF? Eh bien là, j'avoue que ça sort un peu de mon champ de compétences sur la partie étuve, donc je ne sais pas s'il y a un risque de charger les câbles. Ce qui est sûr, c'est que l'élément sous test, en fonction des niveaux de charge des éléments autour, on doit un peu garantir une certaine zone de sécurité autour de lui. Donc il faudrait voir un petit peu le taux d'humidité dans l'étuve, quel est le champ disruptif de l'air en fonction du taux d'humidité, et voir quelle est la distance, hein, de sécurisation préconisée pour le produit pour une charge de 20 kV. Et idéalement, il faudrait le maintenir à une distance qui permet d'être sûr que, eh bien, ce niveau de charge à 20 kV ne permette pas d'endommager le produit. Ta question concerne vraiment de charger les câbles eux-mêmes, hein, qui sont connectés au produit. Et là, j'avoue que je ne sais pas répondre pour la partie câble en particulier. Après, s'il y a un risque, hein, il faut mettre une mesure en place ou une contre-mesure. Et là, en l'occurrence, hein, quand on a des charges si élevées, il va falloir quand même penser à mettre en place des ioniseurs pour neutraliser cette charge-là et qu'elle ne passe pas par conséquent sur les câbles s'il y a un risque de transfert du bouchon au câble. Ok. Après, on a une question de Benjamin, toujours sur les ESD. Un PCBA dans un boîtier composé d'isolants, notamment en plastique, risque-t-il d'être victime de champs électrostatiques? Eh bien oui, de toute façon, hein, particulièrement les produits dérivés du pétrole et particulièrement le plastique conventionnel est un élément très fortement générateur de charge. Donc en effet, un PCBA qui est monté directement dans un casing sans protection particulière, oui, peut avoir un risque concernant les décharges électrostatiques. Idéalement, hein, de toute façon, si on veut vraiment protéger un produit fini de décharge électrostatique, hein, idéalement, il faut que le casing soit conducteur de manière à faire une forme de cage de Faraday autour du produit fini et ainsi garantir que aucune charge électrique ne pourra pénétrer le casing et venir endommager des composants. Après, on a Eric qui nous demande, les chariots roulants sur lesquels on pose les PCBA doivent avoir des roues spécifiques.
Alors, deux possibilités pour ces chariots. Soit, en effet, on peut avoir des roues dissipatives, auquel cas, bien, c'est les roues qui assurent la conduction, le contact et la dissipation des charges entre le rack et le sol conducteur. Et si on n'a pas ces petites roues spécifiques, on peut également monter une petite chaînette conductrice que l'on vient visser sur le bâti métallique du rack et donc qui permettra de connecter le bâti métallique du rack au sol par le biais de cette petite chaînette. Les deux fonctionnent parfaitement bien. Évidemment, il y en a un qui est un petit peu plus coûteux que l'autre. Les éléments estampillés ESD friendly, entre guillemets, sont généralement assez coûteux. Donc, on peut le faire, comme tu l'as dit, avec des roues spécifiques ou bien directement avec une petite chaînette. Il faudra quand même s'assurer aussi que le sol est, oui. est conducteur ou dissipatif. Voilà. Et dernière question. Peut-être une dernière question. On va prendre la dernière question. C'est la dernière question. De toute façon, on ne va pas pouvoir répondre à cette question. Hubert, on vous enverra les contacts chez nous des gens qui font ça quotidiennement, donc les gens du département Failure Analysis qui traitent des ESD, des EOS régulièrement au niveau composant. Nous, on n'aura pas la réponse avec Thibaut sur ces points-là. Bon, très bien. Je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Merci à tout le monde d'avoir participé. Toutes les questions restantes feront l'objet d'un retour par mail de mes collègues. Et n'hésitez pas également à nous contacter pour toute question supplémentaire, que ce soit mes collègues ou moi-même pour la partie formation. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Merci de votre participation et merci à tous. Une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, c'est bien, ça va. Daphné, tu as encore ton micro ouvert pour info. Oui. Et vous voulez qu'on switch sur Teams ?